Merci. Vous suivez votre radio Mobile Colline, mais aussi la radio communautaire de Kédougou. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale qui nous mène aujourd'hui à Fongolimbi. Et ici à Fongo, nous allons justement parler de l'accompagnement que le projet Saine Résilience est en train de faire pour les populations de Kédougou. L'étape de Fongolimbi nous permet de faire un peu le bilan d'étape de ce projet qui a sillonné 6 communes de la région de Kédougou. Aujourd'hui, nous sommes avec René Boissy, qui est assistant au projet avec la Fondation Konrad Adenauer. René, bonjour. Bonjour. Alors, à côté de vous, nous avons Boubacar Baldé, qui est professeur d'université. Aujourd'hui, il est là en tant qu'expert. Il va nous parler justement de l'approche qu'ils ont eu à dérouler dans ces 6 communes-là, mais surtout du bilan justement de ces activités qui ont été tenues dans ces 6 communes. Boubacar, bonjour. Bonjour Khadija, bonjour à toute la région de Kédougou, Salémata, Saraya, bref, bonjour à tout le monde. Merci. Alors, à côté, j'aurais pu commencer par là d'ailleurs, parce que là, le nom de famille fait qu'il est aujourd'hui le roi, justement, dans cette émission-là. Cher Tidiane Cissé, bienvenue. Merci beaucoup Khadija. Vous avez bien dit le roi. Effectivement, je suis sur les collines de Fongolimbi, un lieu que j'ai rêvé depuis très longtemps, mais que je viens de découvrir. Et je trouve des camarades qui sont toujours derrière moi et qui sont prêts à me satisfaire. En tout cas, merci pour cette radio qui effectivement répond aujourd'hui à son nom également, en étant sur la colline de justement ici Fongolimbi pour effectivement retracer un chemin que nous avons parcouru il y a une dizaine de jours ici dans la région de Kédougou. C'est la première fois à Fongolimbi? Oui, c'est la première fois d'aller à Fongolimbi. En dehors de Salémata et Saraya, toutes les autres zones que nous avons pu visiter, c'est exactement la première fois que nous mettons pied et nous ne regrettons pas parce que ça a été riche. Alors, Fongo qui était souvent décrit comme vraiment l'éloignement, hein, et vous, est-ce que c'est l'impression que vous avez eue en venant sur ces collines de Fongo? Bon, c'était une prison à ciel ouvert parce que tout simplement, tout fonctionnaire qui était en formation, la menace qu'on faisait aux brebis galeuses, c'était une affectation à Fongolimbi comme pour dire que c'était hostile à la vie humaine. Mais ce que nous avons découvert, c'est une nature généreuse, une nature exceptionnelle et des hommes intègres que nous avons trouvés ici. Et vraiment, nous avons trouvé la paix à Fongolimbi, un lieu où il fait beau vivre, même si il faut accompagner encore les populations qui ont besoin d'assistance. Ça, je suis convaincu que c'est un rêve pour moi. C'était un cauchemar d'abord pour Fongolimbi, mais ça est devenu un rêve pour qu'en tout cas, quand je vais transformer ce cauchemar-là en rêve, parce que ce que j'ai découvert, c'est vraiment très positif. Nous reviendrons tout à l'heure certainement sur des promesses d'accompagnement avec la Fondation Konrad Adenauer. Alors, je le disais tantôt, nous avons apprécié ou observé avec vous l'approche que vous avez utilisée des dialogues communautaires. On en a vu, mais l'approche que vous avez utilisée, c'est vraiment cette interaction avec les populations-là. Qu'est-ce qui explique justement l'approche que vous utilisez et quelle est son importance ou son utilité? Voilà, nous sommes du mouvement contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, le Malao, qui est un partenaire d'exécution du programme ou du projet Saine Résilience porté par la Fondation Konrad Adenauer, que nous remercions de passage, mais également l'Union européenne qui nous a facilité vraiment ce travail-là, un travail communautaire. Quand on parle de communauté, ça veut dire que le Sénégal a une communauté où ce n'était pas élitiste en réalité. Donc les niveaux d'études de certaines populations n'étaient pas aussi poussés. Ce qui fait qu'on ne peut pas, d'une manière universitaire, dispenser des cours ou bien faciliter des rencontres communautaires comme ça. Il fallait convoquer d'autres types de stratégies qui nous permettaient effectivement d'être accessibles aux populations. Et c'est pourquoi nous avons puisé notre démarche sur la démarche FPT, Former pour transformer, de Paulo Freire, qui était un Brésilien et qui travaille avec les communautés défavorisées pour les conscientiser des situations de vie. Donc nous nous sommes inspirés de ces méthodes pour effectivement les appliquer sur le terrain et nous avons vu que ça permet aussi bien aux intellectuels qu'aux non-intellectuels de pouvoir être au même niveau d'information et de compréhension du message que nous voulons transmettre. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de méthodes que nous avons et qu'on peut utiliser partout
où nous nous rendons pour faire donc la facilitation dans les rencontres communautaires, dans les formations, entre autres. Donc ça, c'est un atout que le Malawo a développé. Donc des stratégies de formation et de communication que nous avons et que nous mettons en exécution partout où besoin se fait sentir. C'est pourquoi justement nous sommes à l'aise de travailler avec n'importe quelle couche sociale pour lui faire comprendre des choses que certainement les gens pensaient que c'était pour réserver à une certaine catégorie de personnes et pourtant on peut faciliter pour que tout le monde puisse comprendre. Voici la méthodologie que nous avons utilisée comme approche pour permettre aux gens de pouvoir suivre parce que nous ne sommes pas en formation encore une fois, mais nous sommes en dialogue communautaire. Et quand on parle de dialogue communautaire, c'est donner la parole aux populations. Comment elles peuvent parler sans comprendre les enjeux, la problématique de ce qui nous réunit aujourd'hui. Voilà pourquoi dans les 6 communes, nous avons varié dans l'approche et ça a permis aux populations de nous comprendre et nous aussi de comprendre les populations et d'aller en avant en mettant en exergue les langues nationales, c'est important. Boubacar Baldé, aujourd'hui, nous avons vu des populations qui, grâce à cette approche-là, se sont exprimées, ont parlé de leurs préoccupations. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les 6 communes que vous avez sillonnées? Quel est le bilan que vous faites justement de toutes ces interventions? Écoutez, cher Cissé l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord dans l'approche, une approche andragogique. On a affaire à un public qui est à la fois alphabétisé et non alphabétisé. Et il fallait d'abord simplifier la démarche. Simplifier, c'est d'abord de faire comprendre à tout le monde que nous ne sommes pas là pour former, nous ne sommes pas là encore même pour informer, nous sommes là pour faciliter. Et cette facilitation a eu pour but de faire ressortir par les populations elles-mêmes leurs différentes problématiques, leurs différentes difficultés qui peuvent être des obstacles au vivre ensemble et à la cohésion sociale. Je pense que dans le cadre de ce programme, le socle sur lequel repose ce programme, c'est la cohésion sociale qui peut être une réponse à l'extrémisme violent. Alors, nous avons trouvé des populations, que ce soit dans le Saraya, dans le Salémata, dans le Kédougou, et particulièrement ici à Fongolimbi, des populations très alertes et très conscientes de l'importance du vivre ensemble comme un bouclier contre l'extrémisme violent. Vous savez bien, ces zones sont des zones frontalières, tant avec la Guinée qu'avec le Mali. Et il faut le dire, on a parfois des zones de passage qui ne sont pas tellement maîtrisées par l'État. Donc des zones de passage clandestines. Et souvent, ils peuvent, des présumés terroristes ou même des présumés extrémistes peuvent pénétrer par ces zones et commettre des forfaits. C'est pourquoi, avant tout le temps toujours de démarrer nos sessions d'échange, il y a un sketch. Et ce sketch a pour objectif de stimuler la réflexion, d'impulser la réflexion. Donc ce qu'on peut retenir globalement, c'est un seul mot, c'est qu'il y a une satisfaction du niveau d'organisation sociale des communautés. On a retrouvé des communautés ou bien des collectivités où il y a différentes ethnies. Bassari, Peul, Dialonké, Diakhanké, Malinké, etc. mais qui vivent dans une parfaite harmonie. Maintenant, tout n'est pas rose, il y a des difficultés. Et nous, ces difficultés, nous avons aidé à faire ressortir ça. Et après, il y a eu des ateliers. Donc, il y a eu une plénière où tout le monde s'est exprimé sur des notions d'extrémisme, sur des notions de paix, sur des notions d'accès aux fonciers, etc. Et à la fin, on a organisé des ateliers. Dans certaines zones, on a divisé le public en 3 groupes, jeunes, adultes, et dans les adultes, il y a les hommes et les femmes, pour qu'on ait les spécificités des problématiques de ces groupes-là. Et dans d'autres zones, on a regroupé les hommes, qu'ils soient adultes ou jeunes, et les femmes, qu'elles soient adultes ou jeunes. Mais tout le temps, il y a cette pédagogie de les séparer pour qu'il n'y ait pas une influence. Connaissez souvent la morphologie de nos sociétés où il y a une forte prédominance du patriarcat. Souvent, les hommes, les femmes, quand elles sont avec les hommes, soit elles ne prennent pas la parole par peur ou par respect, etc. Donc, il fallait un peu les isoler. Et cet isolement a permis de découvrir tellement de réalités qui souvent, en dehors de Kédougou, vous pouvez être à Dakar ou à Thiès et banaliser ça. Et c'est des réalités qui sont palpables et qui peuvent, si elles ne sont pas bien traitées par la communauté, qui peuvent être un frein à une cohésion sociale
et partant, qui peut être une porte à tous les forfaits d'extrémisme violent, Khadija. D'accord que toutes ces populations ont des problématiques quelquefois qui peuvent différer d'une zone à une autre, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun? Ce qu'elles ont en commun, c'est l'humilité. C'est l'humilité, mais c'est surtout la pleine conscience de l'importance du vivre ensemble. Que vous allez à Medina Bafé, à Missira Siremana, à Dindefelo, à Ubadi, à Kevoy, ici même à Fongolimbi, ce qu'on a retenu, c'est que les populations ont en commun la pleine conscience de l'importance du vivre ensemble. Alors, René Boissy, je rappelle que vous êtes assistant au responsable des programmes de la Fondation Konrad Adenauer. Quand vous écoutez toutes ces populations de ces 6 communes, et ça dit que le projet Saine Résilience vient à son heure. Le projet Saine Résilience vient vraiment à son œuvre. L'approche que les experts du Malawi ont utilisée, c'est une approche vraiment novatrice. Elle permet d'harmoniser. Avec la pièce terre à terre, ça amène à conscientiser la population de certaines négligences qui peuvent être fatales à la bonne cohésion de la société. Est-ce que vous sentez que le projet Saine Résilience a bien choisi le moment pour justement informer ou sensibiliser ces populations-là sur de potentielles menaces de l'extrémisme violent? Effectivement, le projet vient vraiment à son œuvre puisque d'après l'analyse du contexte, on s'attend que la région de Kédougou, c'est une région transfrontalière. Elle est limitée au sud-est et au nord-est par la République du Mali qui est actuellement confrontée à des crises politiques et à quelquefois des troubles sociaux. Alors qu'au sud-ouest et au sud-est, elle est limitée par la Guinée-Conakry qui est actuellement confrontée à une crise politique. Et ces crises, du fait de la porosité des frontières, ces crises politiques peuvent également toucher la région de Kédougou. Vous voyez, la région de Kédougou actuellement, c'est une région très riche en ressources naturelles, mais malheureusement, ces ressources ne profitent pas la majorité de la population. Et puisque la population est constituée des jeunes qui sont mal formés, ça peut exposer une tranche de cette jeunesse-là à des proportions illicites des groupes extrémistes. Nous entendons tantôt parler des wahhabistes ou bien d'autres groupes extrémistes. D'ailleurs, dans les sites aurifères, les forces de défense et de sécurité ont saisi, durant le mois de février voire mars, un individu qui transportait des bâtons de dynamite. Nous avons également constaté que dans les sites d'orpaillage, c'est des sites vraiment propices aux transactions illicites. Donc tous ces facteurs ont fait que la Fondation Konrad Adenauer a pris compte de ces facteurs et initié ce projet-là pour prévenir davantage l'extrémisme violent au sein de la région de Kédougou et préserver l'état de droit. Alors, et quelles sont les contraintes que vous avez retenues dans les discussions avec les populations, dans les dialogues communautaires, qui pourraient aujourd'hui trouver quand même une oreille attentive au niveau de la Fondation Konrad Adenauer? Nous avons noté plusieurs contraintes après l'intervention des experts et les constats que j'ai eu à faire. D'abord, elle a souligné un problème de divulgation de bétail, un problème de sécurité dans le secteur de Saraya. Récemment, M. Karim, chargé de la communication, a eu à interviewer un gars qui est une victime des exactions des malfrats. Comme autre contrainte, nous avons un problème foncier qui est très récurrent dans la commune de Kédougou du fait des spéculations foncières, du fait de la non-transparence dans la gestion du foncier. Nous avons des conflits entre éleveurs et agriculteurs qui sont très récurrents en milieu rural. Par exemple, à Kewoy, à Salemata, ils ont eu à attirer notre attention sur ces conflits qui peuvent être à l'origine de la baisse de la cohésion. Et qu'est-ce que la Fondation pourrait faire justement pour accompagner ces populations-là, pour réduire ces contraintes-là, qui pourraient constituer des menaces aussi, ou bien des portes ouvertes justement à ces malfrats comme vous? La Fondation a plusieurs volets. Nous avons le volet de sensibilisation sur plusieurs thématiques, dont le rétablissement de la confiance entre forces de l'ordre, autorités et population. Parce que sans la collaboration entre la population et les FDS,
le problème d'insécurité risque d'être grandissant, d'où la nécessité de rétablir cette confiance, d'établir cette confiance entre administrés et administrateurs. Parce que du côté du parc national de Niokolo-Koba, les conflits sont récurrents. Donc le rétablissement de cette confiance-là permet de prévenir ces conflits qui risquent d'avoir un impact considérable sur la société. Il y a le volet d'accompagnement, par exemple, c'est un volet très important. Dans la région de Kédougou, nous notons la présence de plusieurs GIE, d'associations, de groupements de femmes et des entrepreneurs disparates. Maintenant, leur accompagnement et le résultat de ces entreprises permet de booster la production, de les rendre beaucoup plus compétitifs afin qu'ils puissent conquérir les marchés de la sous-région comme la Guinée ou bien le Mali. Alors, cher Cissé, aujourd'hui, nous avons ensemble écouté ces populations-là, elles se sont exprimées, elles ont donné des préoccupations, elles vont proposer certainement des pistes de solutions. Quelle devrait être la suite à donner à tout cela? Elles se sont exprimées, oui, mais elles attendent quelque chose justement en retour de ces partenaires, de tous ceux qui passent, leur demander leurs problèmes, parce que sinon elles vont dire c'est vraiment des demandes de trop. Alors, merci. Ça nous permet juste de revenir sur les différentes étapes du projet, en donnant la parole à toute la communauté, permettre à la communauté de s'exprimer sur ce qu'elle pense de sa sécurité et de de la cohésion sociale dans la communauté. Nous avons écouté les femmes, nous avons écouté les jeunes, nous avons écouté les adultes. Ensemble, et chaque catégorie de personnes a dessiné un peu sa perception de la sécurité, sa perception de la cohésion sociale. Mais au-delà de ça, nous avons, avec eux, visité tout ce qui pouvait être une menace pour cette cohésion sociale. Et il s'agit pour nous maintenant de traduire ces menaces-là en besoin de renforcement de capacité et venir effectivement les aider à renforcer leur capacité pour faire face à ces menaces-là, parce que ces menaces existent et c'est réel. Puisque c'est réel, nous vivons dans une société où il faut toujours être proactif. Il faudrait renforcer la capacité de ces gens-là pour que chacun puisse jouer son rôle dans ce qu'on appelle la quête de la sécurité collective. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que la question de la sécurité n'est pas l'apanage unique des forces de défense et de sécurité. Mais on parle de sécurité collective. Et sécurité collective, ça demande à chacun au niveau où il est de jouer sa partition dans la culture de la sécurité dans la zone. Mais ce qui passe nécessairement par le renforcement de capacité. C'est pourquoi, au-delà donc de cette mobilisation communautaire que nous faisons, nous osons continuer les mois à venir à assister et à renforcer la capacité de ces populations-là pour leur permettre effectivement d'avoir entre les mains les arguments nécessaires pour la préservation de cette cohésion sociale et de la sécurité, et renforcer également leur capacité dans ce qu'on appelle aujourd'hui cette culture de confiance entre eux et les forces de défense et sécurité, et leur permettre justement d'établir un pont quotidien et donc entre eux et les forces de défense et sécurité. Parce que c'est seulement ce qui permettra de barrer la route à l'extrémisme dont on parle dans ce projet-là. Mais il faudrait que chacun puisse avoir un champ libre d'expression, mais tout en étant également en communauté. Parce que si chacun travaille dans son coin, ce n'est pas bien. Il y a toujours des brèches que les gens vont utiliser. Nous allons établir des ponts entre les jeunes, les femmes, les adultes, pour qu'ils puissent effectivement, sans notre présence, continuer à se voir, à échanger de manière régulière, mais entre les populations et les autorités territoriales également, qu'ils puissent effectivement travailler pour que la confiance règne. Quand la confiance règne et que la communication est établie entre les différents secteurs, nous pensons que le combat est gagné pour faire le lit à une troisième étape qui est celle de la réponse économique de la pauvreté, qui peut effectivement être également une faille exploitée par les ennemis de la paix pour justement entrer et régler donc leurs problèmes, mais également déstabiliser la zone. C'est pourquoi je dis encore une fois que, au-delà de cette rencontre communautaire qui permet aux populations d'exprimer sa préoccupation, nous allons traduire maintenant les préoccupations en thèmes de formation, et nous reviendrons donner la formation nécessaire pour leur donner les arguments afin qu'ils puissent renforcer leur cohésion sociale. C'est gage justement de réussite par rapport à la troisième étape qui est effectivement ces AGR et l'aspect économique de ce projet-là. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie et nous avons confiance, parce que nous osons espérer que les populations que nous avons rencontrées
nous ont donné effectivement la réalité, le cliché réel de leur vie communautaire. Et c'est ce qui nous permettra de ne pas nous tromper de cible et de choix, de choisir correctement ce qu'il faut et venir répondre à leurs besoins. Donc on ne leur impose rien, mais on part de leurs besoins pour renforcer ces besoins-là et leur donner les arguments afin de faire face et de permettre aux 6 zones visitées d'avoir les arguments nécessaires pour effectivement faire face à l'extrémisme violent qui menace quotidiennement ces zones-là. Lutter contre l'extrémisme violent, Boubacar Baldé, on nous parle de cohésion sociale, de renforcer les liens et on sait ce qui se passe dans nos zones, c'est des zones frontalières. Vous avez des parents de part et d'autre et justement on nous parle du vivre ensemble et à côté on nous dit méfiance. Alors, qu'est-ce qui explique comment concilier les deux, comment faire de telle sorte qu'on soit vigilant mais à la fois aussi que l'on puisse conserver vraiment l'esprit d'être ensemble? Écoutez, il faut d'abord une intelligence sociale. Cette intelligence sociale, elle est construite d'abord par les populations elles-mêmes. Et cela, c'est à partir de ce qu'on est en train de faire avec elles. Tout à l'heure, on a parlé de réponse communautaire à des problèmes d'insécurité. Nous avons entamé un dialogue communautaire. Nous avons facilité un dialogue communautaire. Et l'objectif derrière, c'est qu'il y ait une pérennisation de ce dialogue-là. Alors, cette pérennisation se fera, comme il l'a dit Cheikh tout à l'heure, d'abord par un renforcement des capacités. Donc, on va outiller les populations, non pas sur nos préjugés ou nos propres avis, mais sur la base de ce qu'elles ont proposé, sur la base de leurs besoins. On a trouvé, je l'ai dit tout à l'heure, des populations conscientes de l'importance du vivre ensemble. Je pense tout à l'heure, M. Boissy l'a dit, les populations frontalières, des zones comme Oubadi, où c'est une population frontalière avec le parc. Il y a souvent des incompréhensions. Je pense qu'il y a 1 an ou 2 ans, il y avait un petit conflit. Et des jeunes qui ont été attrapés là-bas. Et pour eux, naturellement, ils faisaient de la quête. Il n'y avait pas de souci parce que, voilà. Maintenant, c'est une partie très, très importante parce qu'on a discuté avec eux de sensibilisation. Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, le fonctionnement des institutions est régi par la loi. Et depuis 2016, au Sénégal, avec une modification constitutionnelle, les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais il faut faire comprendre ça à toutes ces communautés que les ressources naturelles les appartiennent. Mais que dans la gestion, c'est une co-gestion. Les populations ont leur part de responsabilité, mais les autorités, les agents des eaux et forêts, la douane, etc., les FDS ont également leur responsabilité. Il ne faut pas, comme Cheikh l'a dit, que les populations, qu'elles créent une barrière, donc qu'elles rompent le dialogue avec les FDS. C'est pourquoi ce dialogue communautaire que nous avons initié avec la Fondation, pour moi, ces dialogues sont importants. Mais justement, ces populations, quand elles seront outillées, elles permettront de construire cette réponse, parce qu'il y a un début de réponse communautaire à ces questions-là. Il y a eu des faiblesses que nous avons notées, et parmi les faiblesses, c'est dans certaines zones l'absence de communication entre les différents âges, les différents groupes d'âge, l'absence de communication, la faiblesse de la communication. Certainement, dans les sessions à venir, il y aura peut-être un renforcement de capacité sur ces questions-là. Et enfin, comme je l'ai dit, le mot-clé ici, c'est la réponse communautaire. Il faut une réponse communautaire par rapport aux problèmes. Maintenant, je vais finir par là, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des liens familiaux de part et d'autre de la frontière. Et cela a fait partie des questions que nous avons soulevées, des préoccupations que les populations ont soulevées. Oui, méfiance, pas trop de méfiance, mais bon, comme on dit, je vais finir par là, prudence est mère de sûreté. Voilà. Alors, René, nous arrivons presque à la fin de cette émission, de cette page spéciale. Aujourd'hui, ils l'ont dit tout à l'heure, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez pris note. Il y a un accompagnement qui sera fait tout de suite, les échéances à venir. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces populations-là et la finalité de tout ça, c'est quoi? La finalité du projet, c'est renforcer les compétences des bénéficiaires afin qu'on puisse renforcer la cohésion sociale et l'activité économique, mettre en réseau les promoteurs de projets afin qu'ils soient beaucoup plus compétitifs, créer un environnement propice à l'activité économique.
Merci. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui l'équipe, je dirais l'équipe du projet Sen Résilience qui était aujourd'hui à Fongolimbi. Bilan d'étape, 6 communes qui ont été sillonnées, 6 communes où ils ont facilité des dialogues communautaires pour recueillir justement les préoccupations des populations, mais aussi essayer de trouver des réponses favorables à ces, comme ils le disent, des réponses communautaires à ces contraintes. Alors, nous étions en compagnie de M. Cheikh Tidiane Cissé, qui est dans Malao, qui est partenaire dans Sen Résilience. Merci. Monsieur Cissé. Merci à vous aussi, Boubacar Baldé. Merci Khadija. Merci vraiment aux partenaires de Sen Résilience. Je rappelle que l'UNIX est là-dedans. Nous avons aussi le Malao, nous avons à côté le CHETS. Donc, tous ces partenaires-là autour de la Fondation Konrad Adenauer avec le financement de l'Union européenne pour accompagner ces populations-là pour barrer la route à l'extrémisme violent à travers l'autonomisation, à travers la responsabilisation de tous ces acteurs-là qui sont au sein de la communauté. Merci à vous de nous avoir suivis au micro. Khadija Diallo Cissé, Adama Diaby qui assure la partie technique. À bientôt.